C'est bon. Bah, je pense qu'on peut y aller. Merci à tous de vous être connectés pour ce webinaire sur le sujet comment booster sa productivité avec l'IA. Donc voilà, on entend beaucoup parler de l'IA, beaucoup de use cases dernièrement. C'est le sujet en vogue. On commence à avoir pas mal de missions de conseil autour de l'IA. Donc je pense que c'est un sujet qui commence à intéresser beaucoup de personnes et beaucoup de consultants freelance. Et aujourd'hui, ben, c'est l'occasion de creuser un peu plus certains use cases qui vont concerner la productivité au quotidien et comment on peut utiliser l'IA pour un peu gagner en productivité et être plus efficace dans ses missions de conseil et dans son quotidien. Donc merci bah, Rémi d'avoir accepté cette invitation pour nous Ouais, partager merci un à peu toi. ton expertise. On va démarrer rapidement par une petite présentation Sixième Homme pour ceux qui connaissent pas la plateforme. On est une plateforme qui est spécialisée dans le conseil. Donc on accompagne les consultants indépendants à rencontrer des clients, à trouver des missions, mais pas que, également à collaborer, à rencontrer d'autres consultants freelance, à profiter de pas mal d'avantages qu'on a négociés avec des partenaires. Et donc le but, c'est de créer une communauté qui s'entraide et à laquelle on peut proposer des missions de freelance intéressantes. En termes d'expertise, rapidement, on couvre le conseil en orga en management, le conseil au DSI, le conseil projet-produit, donc tout ce qui est PMO, Product Owner, chef de projet, Scrum Master, etc. Et tout le conseil data, donc data stratégie, gouvernance, data analyst, data scientist et récemment donc des profils IA, donc des profils product owner IA, data scientist spécialisé IA, etc. Qu'est-ce qu'on est actuellement? On a 20 clients actifs en ce moment, c'est-à-dire chez lesquels on a des freelances en mission. En 2023, on a réalisé 35 missions de conseil, plus de 4000 désormais consultants actifs sur la plateforme, un TGM moyen de 740 euros. Pour les clients, donc on travaille avec des clients finaux, mais aussi avec des cabinets de conseil. Les clients finaux, on a du luxe, donc LVMH, Maison du Monde, Moët Hennessy. On a du retail, Leroy Merlin par exemple, Pernod Ricard, et de l'énergie, Veolia, Total Energy, Engie. Et voilà, donc un peu un portefeuille assez diversifié de clients et des cabinets de conseil avec lesquels on travaille. On a par exemple SIA Partner, Stanwell, qui sont des cabinets qui vont intervenir chez les clients sur des forfaits de conseil et parfois ils ont des besoins de consultants indépendants pour combler leurs besoins de staffing et on les accompagne du coup pour trouver les bons consultants. Quelques exemples de projets qu'on a fait dernièrement. Chez Veolia, on a fait une mission de change management sur un projet de déploiement de GMAO. On a fait de l'architecture d'entreprise pour Leroy Merlin. On a accompagné Sodexo dans la refonte d'applications mobiles ticket restaurant, qui est cette Sodexo qui s'appelle Pluxee désormais. LVMH, on a fait du change sur un déploiement d'outils ITSM. Chez Total Energy, on a accompagné un gros projet de refonte de site e-commerce, de génération de leads et de vente d'énergie en ligne. Et chez Mobilize, on a fait du DAF de transition. Donc ça, c'était plutôt du management de transition. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur Sixième Homme. Et je donne la main à Rémi qui va rentrer dans le vif du sujet et qui va se présenter tout d'abord. Merci Omar. Ben, bonjour à tous. Bienvenue en fait sur ce webinaire. Donc moi c'est Rémi René Corail. Donc je suis consultant et formateur IA et marketing. Alors moi je suis un ancien responsable marketing. Je travaillais dans ce centre de formation et quand l'IA est arrivée, ben, du coup déjà avec mon équipe, je les ai beaucoup formés dessus. Et puis je me suis dit tiens cette année il y a quand même pas mal de demandes pour se former. Il faut démocratiser tout ça. Donc voilà donc je me suis mis à mon compte vraiment cette année. Et voilà, j'ai créé aussi Yamakasi. Donc, à la base, c'est une newsletter où toutes les semaines, ça parle de marketing et ça parle d'IA générative. Ça, c'est toutes les semaines que je sors. Sinon, je suis aussi Top Voice sur LinkedIn. Oui, j'ai été repéré par LinkedIn aussi à force de publier. Donc, j'ai pas mal évolué dessus. Ça m'a ouvert pas mal d'opportunités. Maintenant, je travaille avec la CCI de mon département. Donc, moi, je suis à Versailles. CCI de Versailles.
Et aussi avec d'autres centres de formation où je vais aussi former des entreprises qui ont besoin de se former sur l'IA et peu importe les secteurs. Moi, je suis plutôt au marketing, mais je peux aussi faire dans d'autres secteurs de métier. Donc voilà pour la présentation. Et puis si vous voulez scanner, si vous voulez juste m'ajouter aussi sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir un petit peu le sommaire de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais faire une petite intro sur l'IA. On va voir un peu les pouvoirs infinis de l'IA. Quels sont les outils IA pour aussi booster sa productivité. Et puis on verra comment aller plus loin. Alors, d'abord, je voulais commencer par la différence entre l'IA et l'IA générative. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'IA, mais il y a quand même une différence. Et je vais tout d'abord commencer par la définition de l'IA. Donc, l'IA, c'est quoi? C'est une branche de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'exécuter des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine. Donc, elle repose sur des algorithmes capables d'analyser des données, de reconnaître des modèles, de résoudre des problèmes et même d'apprendre de manière autonome. Et nous, quand ChatGPT est sorti en 2022, on pensait que c'était ça l'IA, mais l'IA était déjà là depuis bien longtemps. C'est déjà là sur nos téléphones mobiles, sur Google Maps, sur la reconnaissance d'images avec Google Lens, tout ce qui est suggestion de films et séries sur Netflix, c'est aussi de l'IA. Et puis dans la robotique, on entend aussi parler beaucoup de création de robots, donc ils intègrent aussi l'IA dans la robotique. Mais la différence avec l'IA générative, c'est que en fait, c'est un type d'intelligence artificielle qui est capable de créer des données ou du contenu en se basant sur des modèles d'apprentissage. Donc c'est pareil, ça va utiliser aussi des algorithmes avec des réseaux de neurones pour générer des textes, des images, des vidéos et d'autres types de contenus. Alors, on connaît un peu tous les outils, mais je vais faire un petit panorama de ce qui existe en fait. Il y a tout ce qui est génération d'images, donc avec les outils comme ChatGPT, Copilot, Gemini ou Claude, ce qu'on connaît. Pardon, de texte, pardon, génération de texte. Tout ce qui est génération d'images avec Midjourney, DALL-E, Flux et Ideogram. Aussi tout ce qui est génération d'audio, on peut créer de l'audio aussi avec Eleven Labs, Murph, Voice AI. Tout ce qui est vidéo, alors ça, il y a un plein qui sont sortis cette année, c'était vraiment la folie, vraiment, en tout ce qui est génération de vidéos, avec Runway, Luma, Kling et Sora qui sort normalement en fin d'année. Et puis tout ce qu'on appelle outils multimodaux, multimodal, c'est des outils qui permettent de créer en fait plusieurs choses. Imaginons ChatGPT, on peut créer du texte, mais on peut aussi créer des images. Donc c'est des outils où on peut créer divers types de contenus. Alors dans quelle phase on est? Là, on est vraiment dans une phase où c'est la phase, on va dire, d'adoption. Donc, au départ, il y a eu l'apparition d'une innovation. Donc, nous, on a tous connu ChatGPT quand c'est sorti en 2020, fin 2022. Voilà, c'était tout nouveau pour nous. 2023, c'était vraiment l'essor et tout le monde en parlait. Là, on est en 2024. Donc, on est dans la phase où on découvre et on commence à changer, en fait, des habitudes. On commence à intégrer petit à petit l'IA au quotidien. Mais on n'est pas encore dans la phase où tout le monde adopte de manière massive l'IA. Il y a encore plein de personnes qui connaissent très peu l'IA, qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc il y a encore ce gros travail de démocratisation, d'acculturation, justement, pour apprendre comment utiliser l'IA au quotidien. Alors on va voir un peu, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, les pouvoirs infinis de l'IA. Donc déjà, l'IA générative, on la retrouve un peu partout, dans tout ce qui est générique, dans tout ce qui est ChatGPT, Copilot, Gemini, ok. Il y a des IA aussi qui sont spécialisées, des IA qui vont utiliser par exemple que la data. Il y a des IA qui sont aussi intégrés aux outils marketing. Moi qui viens du domaine marketing, j'en ai vu plein, par exemple ceux qui connaissent HubSpot. Du coup, eux, ils ont intégré aussi l'IA au sein de dans la machine, parce qu'ils sont dans une machine HubSpot. Et puis aussi des IA qui sont développées par des organisations où ça va être vraiment une IA créée par Axage, ceux qui ont créé leur propre IA. Donc ça va aller chercher des informations que par rapport aux données de l'entreprise. Du coup, il y aura pas de, du coup, l'IA ne va pas sortir de sa boîte, il va pas halluciner, ou il va comment se baser sur les infos qui ont été intégrées par rapport à la boîte, disons AXA. Alors, quels sont les avantages et les forces de l'IA? Donc déjà, on gagne beaucoup de temps. Hein. On peut créer du contenu, du texte en quelques secondes. C'est ça que je pense qui a émerveillé tout le monde, c'est le fait de pouvoir créer du texte et des images, même des vidéos, de manière très rapide.
Aussi, on peut aussi créer des contenus sur mesure pour différents publics. On peut créer du contenu pour des professionnels, pour des ados, pour des enfants. On peut aussi avoir plusieurs supports créatifs. Donc, les personnes qui sont un peu créatives, justement, eh ben, justement, ça va me permettre de développer leur créativité et d'aller encore même aller plus loin. On peut aller aussi générer de nouvelles idées, trouver des concepts novateurs. Surtout avec ChatGPT, on peut faire des brainstorming, on peut challenger un peu justement les IA comme ChatGPT ou Claude pour aller plus loin. Et puis, au terme de ressources, il y a clairement une réduction de coûts parce que, mais et c'est là que je pense que les gens ont un peu peur. Ils se disent, on peut être remplacé. Moi, quand j'avais mon équipe marketing, je sais que par exemple, ceux qui travaillent dans la partie réseaux sociaux, ils avaient peur quand ils voyaient, OK, ChatGPT peut créer un post pour LinkedIn, Midjourney peut créer des images, ou peut-être que ça va me remplacer, parce que non. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est justement adopter l'outil et pour être force de proposition. Et puis ce qui est cool, je trouve, c'est que ce sont des interfaces qui sont conviviales, pardon. Les outils comme ChatGPT ou Midjourney ou d'autres outils IA comme Gamma, c'est très simple d'utilisation, donc ça permet à tout le monde de pouvoir, sans même avoir un background technique, de pouvoir justement utiliser ces outils IA de manière très simple. Et ça, c'est une très grosse force que propose justement l'IA générative. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les outils IA que je présente. Est-ce que vous pouvez me dire peut-être dans le chat, que je vois qu'il y a un chat, est-ce que vous reconnaissez certains, est-ce que vous utilisez certains? Donc, si on va de gauche à droite, ben, il y a ChatGPT, Copilot, Claude. Il y a Gemini aussi de Google. Mistral.ia qui est française. On est fiers d'avoir Mistral quand même, qui est là. Et Canva qui intègre aussi l'IA dans sa plateforme. Midjourney pour la création d'images. Flux, le concurrent justement de Midjourney qui vient d'arriver, qui explose tout. Gamma, en bas à gauche, tout en bas à gauche, c'est pour la présentation. Ok, je vais voir ChatGPT, Gemini, Claude, ok. Il y a aussi Perplexity, tout ce qui est recherche. Et puis ceux qui aiment bien créer des vidéos, il y a aussi Runway qui excelle dedans aussi. Donc ouais, genre, beaucoup utilisent ChatGPT, ok, ok. Est-ce que l'IA de Canva est vraiment bien ou pas? Parce que moi, je l'avais testé deux, trois fois, j'étais un peu déçu des propositions que ça sortait par rapport à Ben, Midjourney ou d'autres. non, l'IA de Canva, en tout cas, si on parle de création d'images, c'est du niveau de DALL-E, donc c'est pas très poussé. Par contre, Ouais. d'autres types d'IA où on peut faire, on peut travailler sur des outils artistiques ou retirer le background, agrandir des images en une image de base, on peut aussi développer, avoir une image plus grande. Donc ça va créer tout le décor autour. Ils commencent aussi à accélérer. Et d'ailleurs, ils ont fait un partenariat avec Leonardo, donc qui est un concurrent de Midjourney, pour pouvoir Ouais. avoir cette partie IA générative, en tout cas au niveau de l'image. Mais il y a des meilleurs outils comme Midjourney pour créer des images. Mais c'est pas mal. Ok. Moi, je suis sur Canva, ouais. Je sais pas si toi, Omar, tu utilises des outils qui sont là, qui sont présentés. Bah, ChatGPT, bien sûr. Ouais. Mais le reste, non. J'avais utilisé Canva un peu, mais j'étais un peu déçu. Mm. Et bah, ça serait bien dans le chat de nous dire si quelqu'un a une expérience satisfaisante avec ou quotidienne avec un de ces outils hors ChatGPT, pour voir s'il y a des gens qui utilisent ces outils-là au quotidien et qui en font des usages vraiment intéressants, quoi. Toi, tu utilises lesquels du coup, Rémi, dans ta vie de tous les jours qui te changent un peu ton quotidien? Alors, moi, c'est vraiment ChatGPT en premier. Mais après, j'aime Ouais. aussi utiliser Code qui est vraiment pas mal au niveau de rédaction. Et puis, ils ont ajouté des fonctionnalités qui permettent aussi de voir un peu, d'avoir un display sur tout ce qui est graphique. Donc, on peut créer des graphiques et voir en fait en temps réel à quoi ça ressemble. On peut faire des choses pas mal avec Claude aussi. Des petits quiz, et puis D'accord. ce qu'on crée, on peut aussi créer un lien. Donc, si on a C'est quoi créé un du graphique. coup Claude par rapport à ChatGPT? C'est quoi, en quoi Claude est un meilleur usage que ChatGPT? Dans quel contexte? Je pense sur la génération de texte, surtout, je pense qu'il y a un petit peu plus humain au niveau de Claude si qu'on veut justement travailler le texte. Ok. Oui, je pense vraiment cette différence-là. Après, ceux qui aiment beaucoup coder, ben, Claude excelle aussi pour ça. Euh, et puis, ceux qui aiment créer des graphiques interactifs, c'est l'avantage que je pense que Claude a par rapport à ChatGPT.
Très bien. Mais il manque encore des choses à Claude pour. Surtout Il que. y avait eu une annonce dernièrement sur ChatGPT sur un concurrent de Google. Ça, est-ce Oui. que c'est déjà sorti? On peut le tester ou c'est juste des projets? Alors, redis-moi la question, il y avait un projet avec Google? On avait une annonce comme quoi sur ChatGPT, ça allait concurrencer les recherches Google. Je sais pas si Ah tu as oui, vu ben, ça ça vient de passer. sortir. Ça vient de sortir. Il vient de sortir une fonctionnalité qui s'appelle Search GPT, où Ouais, ok. on peut justement euh, faire une recherche depuis ChatGPT et ça nous sort des images et des liens et on peut justement travailler avec. Je pense que ça va changer carrément. Franchement, c'est un gros changement parce que on a tellement l'habitude d'être sur Google pour qui affiche juste les liens. Il y a de Ouais, pouvoir interagir, je pense, avec les données directement et ça va aller beaucoup plus vite. Je pense qu'il y aura une façon de repenser comment on crée du contenu justement sur le web et tout ce qui est référencement aussi. Je pense que ça va beaucoup jouer dans les mois qui vont venir. Ouais. très bien. Bah, enfin, un vrai concurrent à Google, quoi. Et puis il y a aussi Perplexity qui est là. Il y a aussi Perplexity qui est là et qui s'améliore aussi. Donc on peut aussi faire des recherches dessus. Ça nous sort des liens, des images, les sources. On peut aussi travailler avec. Euh, c'est un gros concurrent aussi à Google, donc ça en a fait deux. Je pense que Google, je pense qu'ils vont travailler dessus parce qu'ils peuvent pas se laisser distancer comme ça. Et je pense que peut-être en fin d'année, peut-être qu'il y a quelque chose qui va sortir. Mais à suivre, ça bouge tellement. Ouais, Cette semaine, il y a une nouveauté qui sort sur l'IA, c'est en train d'exploser. On est qu'au tout début. Et c'est maintenant qu'il faut prendre le train en marche. C'est maintenant qu'il faut voir comment ça fonctionne, comment je peux utiliser au quotidien, parce que il y aura une différence, je pense, entre ceux qui savent utiliser l'IA et ceux qui savent pas utiliser. À un moment, il y aura, je pense, il y aura ce gap-là, je pense, entre ceux qui savent utiliser ou pas. Je vais montrer. Alors, continue un petit peu. L'IA nous aide à gagner du temps et booster notre productivité en automatisant les tâches fastidieuses, ça c'est clair, en facilitant la création de contenu et l'analyse de données complexes. Euh, mais même je le vois parce que moi je crée du contenu souvent même pour les réseaux sociaux, donc ça m'aide aussi. Tout ce qui est analyse de données, mais on peut intégrer justement, importer des fichiers Excel, par exemple dans ChatGPT, et on peut travailler justement dessus dans mon nom. Crée-moi un graphique, crée-moi des graphiques en camembert, fais-moi des résumés de texte. Ça peut nous aider aussi à tout ce qui est prise de décision. Et puis aussi tout ce qui est gestion de projet. Donc on peut vraiment tout demander à ChatGPT. Ils ont vraiment amélioré les modèles qui existent. Et chaque mois, ils améliorent je pense que c'est toujours aussi bluffant. Je pense que même nous qui utilisons l'IA aussi souvent, on est toujours bluffé de ce qui sort parce que c'est de mieux en mieux, en fait. Alors, je vais donner aussi une petite astuce pour créer des bons prompts. Un prompt, c'est quoi? C'est une requête qu'on donne justement à un outil IA comme ChatGPT. Et il y a deux manières de voir les choses. Soit on peut juste donner une phrase. Donc, on peut dire rédige-moi un article de blog sur tel sujet. Ou crée-moi, je sais pas, crée-moi un résumé par rapport à tel document, ou on peut juste faire des phrases très simples en fait. Mais si on veut travailler vraiment pour avoir des réponses pertinentes et avoir des réponses qui sont précises avec ChatGPT, c'est bien d'inclure plusieurs éléments. Et ça, c'est même OpenAI, donc ce qu'ont créé avec ChatGPT, qui ont créé une partie blog où ils expliquent ça aussi. Et je vais détailler un peu ce qu'on peut trouver comme éléments. Donc, très important, quand on veut travailler, on peut définir à l'IA un rôle. Par exemple, ici, je fais un exemple, par exemple, sur un expert marketing qui veut concevoir une stratégie de marketing. Mais ici, je vais dire, comme rôle, tu es un expert marketing depuis 10 ans. Ensuite, on indique le contexte. Plus on donne du contextement à l'IA comme ChatGPT, mieux il va pouvoir donner une réponse qui soit pertinente. Donc ici, je lui dis, tu évolues dans le secteur donc là c'est pour maintenant du bien-être ou du luxe, peu importe. On lui donne la tâche, justement. Ta tâche sera de concevoir une stratégie marketing complète pour le lancement d'une nouvelle application. Ensuite, si on veut, on peut lui demander tel format. J'aimerais avoir la stratégie qui soit présentée sous la forme de rapport de 3 à 5 pages. On peut aussi utiliser le ton. Utilise un ton professionnel, informatif et persuasif, ou peu importe. Et puis, si on peut apporter aussi des exemples
Et du coup, voilà, là, c'est vraiment complet. Donc là, il va vraiment pas déborder sur ce qu'il va apporter comme réponse et on aura vraiment une réponse plus précise. Donc vraiment, ça, c'est vraiment les éléments qu'il faut avoir un peu en tête pour avoir des réponses pour vraiment travailler avec l'IA. Comment on va travailler un sujet qui est profond. Voilà, on définit au moins ça. Au lieu juste de demander juste une phrase, mais on lui définit un rôle, on pose le contexte, on dit vers quoi on veut l'amener. Si on veut qu'on peut avoir des formats différents, je sais pas, des rapports où je veux avoir un tableau ou peu importe. Et puis, si on a des exemples à lui apporter, ben, on intègre aussi dedans. Et comme ça, on aura une réponse qui est beaucoup plus précise. Est-ce que c'est un framework qui fonctionne qu'avec ChatGPT ou même avec d'autres outils? Ça marche aussi avec d'autres outils. C'est-à-dire que si c'est sur Claude, pareil. D'accord. En fait, plus on aura des éléments, on peut lui donner ce rôle-là et lui, il comprend le rôle qu'il aura. Et du coup, la réponse qu'il va apporter sera beaucoup plus précise et pertinente que juste si on donne juste une phrase. Voilà. Mais on peut utiliser les deux. Si on peut juste avoir une petite réponse rapide, on peut juste demander faire une phrase justement. Et si on veut travailler dessus de manière plus profonde et voilà, vraiment avoir des réponses plus pertinentes par rapport à certaines choses. Donc, voilà, on peut inclure ces éléments-là, rôle, contexte, tâche. Moi, je fais toujours au moins rôle, contexte, tâche. Après, si je dois affiner, je peux euh, avoir des exemples ou mettre un format. Mais la base, quand je sais que je veux travailler sur quelque chose, un sujet précis, mais je fais au moins le rôle, le contexte et la tâche. Ok. Alors, pour bien utiliser justement les IA, on peut justement, il y a une méthode qui s'appelle dialogue. D'abord, on définit un objectif. Donc, avant de rédiger le premier prompt, on se dit, ben, qu'est-ce que je veux faire et comment je vais rédiger mon prompt pour avoir ce que je veux. Après, on aura la réponse qu'il va apporter. Donc déjà, on peut vérifier les réponses, on peut avoir un esprit critique, on peut le challenger aussi. On peut aussi approfondir la conversation. Alors, il faut pour limiter les risques, on peut justement croiser justement ce qu'il dit avec d'autres informations qu'on trouve sur Google ou même Perplexity, qui est une IA de recherche. Au fur et à mesure, on peut optimiser la conversation. Et puis, ben, ce qui a, c'est bon, ben, on garde le bon contenu et comme ça, après, on peut exporter ce qu'on veut. Mais voilà, donc toujours réfléchir, ben, comment je veux travailler avec l'IA et comment je veux affiner mon prompt et au fur et à mesure poser les bonnes questions pour l'orienter. Si on voit qu'on n'a pas la bonne réponse, ben, il dit non, je veux avoir telle réponse ou bien voici mon objectif ou apporte-moi plus par exemple, on peut lui dire, euh, est-ce que tu peux me donner différents angles par rapport à ce sujet? Et là, il va te donner d'autres angles par rapport à tel sujet et ça va approfondir ce sur quoi tu travailles. Et ça, c'est extraordinaire, vraiment. Et surtout la rapidité des réponses qu'on a avec les IA comme ChatGPT, c'est incroyable. Euh, je voulais faire une petite démonstration, mais je sais pas si je pourrais le faire en partageant. Euh, Habituellement, je montre un peu comment créer une présentation, comment faire un résumé, comment on peut créer un calendrier éditorial ou Ouais, une liste de... tu peux partager ton écran si tu veux, Rémi. Alors, je vais essayer de voir ça. On va dire la fenêtre. Hop. Et ça va être ça. Je sais pas si je vais voir. Alors, je sais pas si on voit mon écran ou pas. Parfait, on voit très bien. Ok. Donc là, on va voir comment créer un résumé, par exemple. Ici, j'ai importé un document PDF. Donc, on peut travailler avec les documents. Et ici, je lui ai mis, mais tu es un spécialiste en CSS de contenu. Ben, crée-moi un résumé où chaque section doit inclure les points clés et les recommandations et être rédigé de manière claire et concise sur un total de 2 pages. Donc ça, ici, je lui ai donné un rôle et une tâche. De manière très simple. Ah, faut écrire Euh, à chaque fois rôle de points, tâche de points, alors, etc. non, ça c'est juste pour montrer justement ce que Ah, c'était. ok. Mais Je trouve sinon ça bizarre. on enlève, c'est juste pour avoir l'idée en tête. Sinon, on dit voilà. On peut, hein, il comprend aussi. Hein, parce qu'on on peut faire, si on veut faire quelque chose je suis pas trop habitué, ben je tape rôle et il va le comprendre aussi. Et ici, par exemple, si je lui demande de faire un petit résumé,
et en quelques secondes, donc là, ici c'était sur l'IA dans le marketing en 2024, donc un fichier, il y a plusieurs pages que HubSpot a créé, et ici il va reprendre, il va analyser le document, et il va me faire le résumé en quelques secondes. Il va analyser tout, j'aurai les points clés de chaque partie, et ça c'est très utile justement quand on a des résumés, on a des documents où on veut avoir des résumés, on n'a pas le temps de lire, on peut utiliser ChatGPT justement pour créer des résumés très simples. Voilà, ici on a la conclusion. Et voilà. Ouais, voilà, quelques secondes, en 30 secondes, on a un résumé de rapport qui fait au moins 40-50 pages. Donc ça, c'est une première façon d'utiliser l'IA. Euh, Est-ce que à l'intérieur des fichiers PPT, il peut interpréter même les images s'il y a des graphes avec des valeurs, etc. Est-ce qu'il est capable d'aller aussi lire les images à l'intérieur des fichiers PDF ou pas? Ou PPT. alors, quel va être, ça dépend quel va être il peut voir qu'il y a des images, mais ça dépend qu'est-ce qu'il veut. Et alors, il peut lire les graphiques, par exemple. Ouais, les Après, graphiques, par exemple. Ouais. oui, il peut lire Donc, les il peut graphiques. interpréter un graphique à l'intérieur d'un PDF, quoi. Oui, il peut interpréter, oui. Il peut Ok. interpréter les graphiques. Et ça, c'est vraiment bien. Et par exemple, ici, là, quand on fait joindre un fichier, on peut le connecter à Microsoft Drive, on peut le connecter à Google Drive. Du coup, si on a des fichiers sur Google Drive, ben, il va les chercher, il va les importer directement. Ou sinon, on peut inclure un fichier en fichier local depuis le PC, et on l'inclut, et hop, après on peut travailler avec. Je vais faire un autre truc que j'aime bien, c'est par exemple, alors ici je vais utiliser un raccourci, je sais pas si je vais le prendre, je pense que, voilà. Si vous voulez l'astuce, ça s'appelle Text Blaze. Et ça permet justement de créer des raccourcis comme ça où on marque son texte préenregistré et après on fait slash et mot-clé et après ça apparaît. Donc ici, on va faire un exemple avec une stratégie justement pour avoir un planning éditorial. Donc là, j'ai mis pour juste vous montrer, mais euh, habituellement, je marque pas rôle en premier. Ici, je lui dis, mais tu es un expert en stratégie de contenu et en planification éditoriale. Le contexte. On va dire, Fashionista Media souhaite promouvoir sa nouvelle collection automne-hiver sur ses réseaux sociaux et son blog. Le public cible est constitué de femmes âgées de 18 à 35 ans intéressées par la mode et les tendances. La tâche sera quoi? De créer un calendrier éditorial pour Fashionista Media qui va couvrir les 3 prochains mois afin de promouvoir la nouvelle collection automne-hiver. Inclut des idées pour des articles de blog, des posts Instagram, des vidéos TikTok et des newsletters hebdomadaires. Chaque entrée doit inclure la date, le type de contenu, le canal de diffusion et une brève description. Le ton doit être tendance, engageant et adapté à un public féminin de 18 à 35 ans. Là, j'ai fait vraiment quelque chose de complet. Et là, je vais juste créer justement, avoir mon planning éditorial pour Fashionista Media. Alors, ici, ce qu'il nous donne, parfois il fait ça, il nous donne deux réponses et après il faut choisir. Je vais essayer de voir, je pense que quand on aura fini, donc là ici, il faut poser deux réponses. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer, donc il sait qu'on est en novembre, donc il va créer à partir de novembre. Je sais pas si je peux choisir déjà, je pense pas. Donc là, il est en train de créer au fur et à mesure. Et là, il va créer mon calendrier éditorial chaque jour avec quel type de contenu, quel canal et aussi les descriptions euh, pour chaque type de canal. Attends qu'il finisse, parce que là, il est parti pour le mois de janvier. Je sais pas si c'était parti. Et ça, c'est vraiment ce travail de justement de community manager. Imaginez le temps qu'il peut gagner en ayant déjà justement tout son contenu qui est déjà prêt, en tout cas avec toutes les idées pour les 3 prochains mois. Il gagne vraiment du temps. On va dire, je cherche une réponse, ça sera plus lisible. Voilà, je remonte un petit peu, hop. Je remonte. Bon, ici, j'ai choisi la version où il n'y a pas le tableau. Et là, on a justement le descriptif. Voilà, chaque semaine, voilà, ce qui a posté, quelles sont les tendances, et il doit créer ça pour justement les différents mois. Donc, on a novembre, décembre et janvier. Donc voilà, ça c'est une manière par exemple de créer du contenu très rapidement. On peut faire un autre exemple.
on va dire, si on veut créer un événement, voilà, je vais utiliser ça. Hop. Ok. Ici, on va voir pour créer un événement. Je dis ici, tu es chargé d'organiser un événement de team building pour une équipe de 40 personnes. L'objectif est de renforcer la cohésion de l'équipe grâce à des activités uniques, amusantes et inclusives qui répondent à une diversité d'intérêts et de parcours. Le budget pour l'événement est de 10 000 euros et il se déroulera en personne et va durer 3 demi-journées. Génère 10 suggestions créatives d'activités engageantes qui conviennent dans un cadre professionnel tout en garantissant une expérience agréable. Ici, hop, je vais lancer. Là, donc là, il va prendre en compte qu'il y a 40 personnes, que c'est justement réparti sur 3 demi-journées avec un budget de 10 000 euros. On va voir qu'est-ce qui va. Donc là, c'est pour avoir des idées par rapport à un événement qu'on veut créer. Donc là, il nous a dit quoi? Pourquoi pas faire un rallye au Next Game à l'extérieur avec un budget de 10 000 euros. Pourquoi pas créer un atelier de cuisine collaborative, un peu de challenge, un peu d'atelier créatif de peinture. Donc voilà. Et là, il a créé, il a donné au moins, donc là, je pense qu'il y a 10, au moins 10 idées, voilà, 10 idées sur les activités qu'on peut faire. Il comprend qu'il y a le budget de 10 000 euros, donc il va associer ça. Et voilà, on a, on a carrément voilà, un planning avec des idées justement d'activités pour un team building. Et c'est voilà, ça c'est vraiment très très fort. Qu'est-ce que je peux montrer encore? Je sais pas si j'ai le temps de voir peut-être un fichier. On peut lui demander de créer un fichier. Est-ce qu'on peut? Alors, je vais essayer de voir si est-ce qu'il peut me créer un fichier. On peut lui demander de créer aussi un fichier. Voilà, qui répertorie les 50 meilleures entreprises. Alors ici, on va ce qu'il va faire, il va utiliser la fonction web et il va pouvoir ici créer une liste des 50 fichiers, des 50 meilleures entreprises mondiales. Ils sont ici, voilà, il nous a créé le fichier. Donc on peut aussi demander des fichiers. Donc après, on peut créer un tableau ici. Donc voilà. Et après, si je clique sur source, ça c'est tout nouveau. Ça c'est vraiment tout nouveau avec la fonction que. Alors, c'est disponible pour la fonction, je sais pas si c'est gratuit, on peut utiliser. En tout cas, moi, j'ai la version payante. Si je clique sur source à côté, ici, j'aurai toutes les sources qui vont apparaître sur le côté droit. Et voilà, on peut aller voir les sources après. Ça va ouvrir justement après les sources. Et ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et après, on peut travailler dessus. Je peux créer moi un graphique. Là, je peux importer, mais imaginons que je vais importer, je peux demander aussi créer mon graphique en barre. Et juste voir si. Là, je fais de manière très simple, mais après, on peut demander plusieurs choses par rapport à des fichiers. Quand on importe un fichier, on peut demander des données précises et sous forme de tableau ou de graphique, et du coup, il va pouvoir le faire. Donc voilà, boum, ici, il va créer mon fichier. Si je veux, peux l'agrandir ici. Hop, voilà. Ici, voilà, j'ai les 50 meilleures compagnies par revenu. Ici, si je veux, je peux le télécharger ici. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai créé moi-même. Mais si j'ai un fichier aussi, Excel, ben, je peux travailler avec le fichier et lui demander des graphiques que je veux et pouvoir exporter des graphiques. Donc voilà, c'est la partie sur un peu démo que j'ai montré. Et alors il y a une partie aussi qui existe sur ChatGPT qu'on appelle des assistants. Ce sont des assistants IA en fait, on appelle les GPTs. Donc ce sont des IA spécialisés pour des tâches précises. On peut créer justement du contenu. Donc il y a des GPT pour créer des articles, des GPT pour créer des emails ou avoir des descriptifs de produits, faire des scripts vidéo. Ce sont des GPT pardon, qui ont des tâches spécifiques que pour ça. Et du coup, on va beaucoup plus vite. Des fois, au lieu de créer des prompts, on peut utiliser justement les GPT. Donc on va dans le GPT Store et on cherche et après on les trouve, on travaille avec.
Et même si même s'il y en a qui sont en anglais, vu qu'ils comprennent le français, on peut travailler aussi en français, il n'y a pas de souci. Alors, les risques et les pièges à éviter avec l'IA. Je vais mettre quelques points de vigilance. Donc déjà, au point de vue juridique, donc tout faire attention, tout ce qui est droit d'auteur, droit d'image et plagiat. Il y a l'IA Act qui va sortir en 2025, qui va cadrer un peu les choses. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas justement tout ce qui est création d'image. Il n'y a pas encore ce truc où, ok, j'ai créé une image avec Midjourney par exemple. Est-ce que l'image, ben, c'est à moi, est-ce que je peux l'utiliser, mais commercial, pour l'instant on fait un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de cadre défini. Je pense on aura plus de réponses par ça à partir de 2025. Faut faire attention aussi à tout ce qui est biais et hallucination. Donc, tout ce qui est biais et hallucination, donc tout ce qui est schéma de pensée trompeur ou les données fausses. Donc, c'est bien aussi de croiser les données quand on travaille sur un sujet sur lequel on n'est pas expert, par exemple. De toute façon, on le voit. Moi, je le vois quand je travaille avec les GPT. Si je vois qu'il dévie, je sais, ah, ça, non, ça, c'est pas bon. Donc, j'essaie de le recadrer. Donc, toujours faire attention à ça. Aussi, tout ce qui est par rapport à la sécurité, donc tout ce qui est données confidentielles, faire attention à ça aussi parce que, eh ben, ChatGPT travaille avec les données. Donc, si vous n'avez pas le ChatGPT, je crois que c'est ChatGPT Team ou entreprise, où là, il ne travaille pas avec les données. Si vous utilisez GPT en gratuit, même en plus, ne mettez pas des fichiers trop compromettants ou des données justement par rapport aux entreprises parce que voilà, ça travaille avec. Par rapport à tout ce qui est éthique, usage de l'IA, ben voilà, faut être un peu transparent. Et puis c'est bien que d'abord aussi, le mieux, c'est d'avoir une charte. En tout cas, ceux qui travaillent en entreprise avec votre DSI, qui a une charte voilà, par rapport à l'utilisation et par rapport aux outils qu'il faut utiliser d'entreprise pour pas faire n'importe quoi. Et puis, tout ce qui est deepfake et fake news, maintenant on peut créer des images, voilà, si je veux créer, on en a vu avec des images avec Donald Trump ou Macron ou même le pape, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées. Donc il y a déjà vérifier les sources pour pas se tomber dans le piège. Et puis si on utilise des outils IA, je sais que maintenant Instagram le fait, on peut ajouter la fonction justement créer avec l'IA. Donc ouais, des fois c'est bien de mentionner parce qu'on peut, ça va beaucoup trop vite. On n'arrive même plus des fois à discerner le vrai, le vrai du faux. Et même avec des outils comme Midjourney, si on peut faire crée-moi une photographie d'une femme, je sais pas, dans, ou à la montagne, ou peu importe. Et on peut spécifier que ce soit tellement réaliste qu'on croit que c'est un photographe qui a pris la photo. Donc c'est vraiment incroyable. Il faut vraiment faire attention de pas vraiment faire attention justement par rapport à ce que vous faites ou bien par rapport à ce que vous voyez. Avec l'IA générative, je vois une question par rapport à l'IA pour réaliser des PPT. Pour moi, le meilleur outil IA pour générer des PPT, c'est Gamma. C'est Gamma. Ouais, y a pas, pour moi, c'est le meilleur. Il y en a d'autres qui sont là, mais pour moi, tu tapes un prompt par rapport à un sujet, il te sort la présentation avec le texte, les images en 2 secondes. C'est incroyable. Et ben, j'arrive à la fin, on pourrait aller plus loin. Bref, qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Parce que vous demandez ben, comment intégrer ChatGPT à votre travail. Vous avez peut-être des tâches répétitives ou des fois vous perdez du temps sur des tâches qui sont répétitives et vous gagnez, voilà, vous voulez gagner du temps mais vous en perdez. Et des fois vous voulez être plus créatif ou vous voulez pas rater le train et vous faire dépasser. Ben en fait moi je suis là. Donc moi je suis formateur en IA. Donc si vous voulez vous former vous ou votre équipe, ben moi je propose deux choses, soit de manière individuelle ou ben, je crée aussi ma formation en ligne pour devenir un pro de l'IA en 10 jours. Voilà, où on peut suivre à son rythme justement par rapport voir différents outils justement comme Gamma ou d'autres outils IA pour voir les outils qui peuvent transformer notre travail au quotidien. Comment on peut gagner du temps sur certaines tâches avec les GPT et puis d'autres outils IA qui sont sortis. Et voilà, c'était tout pour moi. C'est parti, c'est des Super. questions. Bon, merci beaucoup Rémi, c'était très clair et on a appris beaucoup de choses. Je propose qu'on prenne les questions maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions. On en a une de Ariel qui demande est-ce que les GPT sont dispo sur la version gratuite, les GPTs sont dispo sur la version gratuite ou ce n'est que sur la version payante? C'est possible d'utiliser sur la version gratuite, oui. D'accord.
Ouais. C'est exactement les mêmes que sur la version payante, quoi. Oui, ouais, ouais. Bah, du coup, pour pousser la question un peu plus, qu'est-ce qui pousse à avoir la version payante? Pourquoi on prendrait ChatGPT payant? Quelle personne aurait besoin d'une version payante, quoi? Alors, je viens de voir ça, puisque justement, j'en parle à quelqu'un, c'est que on est très vite limité quand on veut travailler longtemps avec ChatGPT déjà. Euh, une fois qu'on fait, je sais pas, même pas 1 heure, il dit, ben, revenez dans 3 heures. Je dis, voilà, voilà. Donc, je pense qu'ils sont en train D'accord, de ok. pousser justement, déjà, ils sont en train de pousser les personnes à passer au plus. Sur le plus, on peut faire quoi? Déjà, on peut créer ses propres GPT avec la version plus. On a un temps illimité, on peut utiliser le GPT comme on veut, on peut accéder aux fonctionnalités comme ChatGPT euh, de manière plus exhaustive aussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on peut travailler avec ChatGPT de manière plus longue. Au lieu de faire juste 1 heure, 2 heures, ben là, on peut travailler toute une journée en fait sans se faire limiter. Là, ils sont en train de limiter pour pousser les gens à passer au plus, j'ai vu. Et puis voilà, on peut travailler avec. On peut déjà faire pas mal de choses avec la version gratuite. Mais Ok. si on veut utiliser ou même aussi, ils sont en train d'ajouter, en fait, ils donnent un petit aperçu au fur et à mesure. Là, il y a la fonction vocale qui est sortie. Donc, pour ceux qui utilisent la version gratuite, ils peuvent avoir la version vocale GPT, mais si tu veux aller plus loin, on peut passer au plus. Il y a D'accord. le Search GPT, on peut utiliser un petit peu, mais si tu veux faire plus de recherches avec ça, ben, il faut passer au plus. Il y a Patrice qui dit, je déconseille de travailler avec ChatGPT dans un contexte pro. Vous lui donnez vos données. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment déconseillé d'y aller dans un contexte pro, de mission ou chez un client, etc. Ça dépend On ce qu'on lui peut, donne. On n'est est-ce pas qu'on peut obligé lui de. donner un PowerPoint client pour qu'il le résume ou Après, pas on peut forcément des modifier. données confidentielles, quoi. On peut modifier les données. On peut modifier les données. Si pour PowerPoint, on veut avoir le contenu. Donc après, on peut modifier le contenu. Et on a la version après récupérer. Et on va juste changer le nom d'entreprise ou les données, mais au moins on a le fond qui est déjà fait. Ouais. Après, Mais on est-ce peut. que les données qu'on lui partage, est-ce qu'il il est susceptible de les utiliser pour d'autres personnes ou pas? Disons en fait, il peut travailler avec de la façon où si une personne demande des infos par rapport à la même entreprise, et si une personne a rentré des infos, mais du coup, Ouais, il va les retranscrire. Mais d'accord. c'est pour ça que c'est bien d'utiliser la version, en tout cas ceux qui sont en entreprise, ChatGPT entreprise, qui n'utilise pas, en fait, qui c'est un modèle qui va pas utiliser les données. Et si on est tout seul et qu'on veut quand même utiliser de manière pro, on fait un chat éphémère, ça s'appelle. Donc sur ChatGPT, on fait chat éphémère et du coup, il travaille pas avec les données. D'accord. Ok. Alors, Patrice qui demande est-ce qu'il y a des alternatives à ChatGPT pour un usage local? Mistral, GenAI, autre. Local, je sais pas ce qu'il veut dire par local. Je sais pas si Rémi, ça te parle un usage local. Local, si, il y en a un, alors il faut juste que je retrouve son nom. Il y a une outil français qui est sorti, comment ça s'appelle? Je crois que c'est Dust. Je vais juste voir quelque chose. Est-ce que c'est pas Dust, le nom? Il y a un outil justement qui permet de travailler dessus ou avoir en local, on va dire. Je sens que c'est Dust AI. Que mais si, on peut trouver des outils IA un peu locaux. GenAI, je connais pas. Mais oui, c'est possible de trouver, hein. C'est possible de trouver. Est-ce que Gamma a une version gratuite? Oui. Oui. Ouais. Ouais, c'est vraiment une version gratuite, ouais. Alors, pour générer Oh. des images, le meilleur c'est Midjourney. Midjourney. Sinon, on a aussi, moi j'aime bien aussi un outil qui s'appelle Ideogram. Ideogram, Gram, qui est pas mal. On peut faire pas mal d'images de manière très rapide et aussi il comprend si on veut mettre du texte aussi, il comprend. Moi, c'est les deux que j'utilise principalement. Ouais, c'est les deux que j'utilise principalement. Il y a Dali aussi sur ChatGPT, mais il est pas, on peut faire des choses simples
mais pas aller vraiment en profondeur. Ok, Alors, bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à tous pour votre présence et un grand merci à Rémi pour nous avoir partagé son savoir, en tout cas une partie de son savoir sur le sujet. N'hésitez pas si vous avez besoin de rentrer plus en détail sur l'IA, de contacter Rémi et voir ce qu'il peut vous proposer. Et bon, pour les consultants indépendants, on se retrouve sur Sixième Homme pour des prochaines aventures. Merci à tous. Merci oui, Rémi merci. encore une fois. Merci, Bonne à toi, oui. journée. Bonne journée. Ciao, ciao.